voir les relations en fait, qu'ils ont pu entretenir entre elles. Et le titre de ma conférence s'appelle « Enquête de l'harmonie du monde ». Donc, le mot important ici, c'est harmonie. Et on verra que tout au long de la conférence, c'est ce sur quoi je vais beaucoup revenir, l'harmonie. Alors, il y aura aussi un aspect chronologique dans ma conférence, c'est-à-dire que ça sera historique quand même. Donc, je commencerai d'ailleurs par parler des origines de la musique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de musique, mais évidemment, là, je vais remonter aux premières musiques. Ensuite, je parlerai des Grecs, parce qu'une grande partie de ma conférence va parler des Grecs et des rapports justement qui commencent déjà à entretenir entre la musique et l'astronomie. Donc, on parlera du cosmos musical des Grecs. Ensuite, on fera directement un saut à la période de la Renaissance, où on verra que l'harmonie des Grecs va faire perdurer très très longtemps, puisque jusqu'à la Renaissance, on en parlera. Et ensuite, on arrivera à l'époque moderne, où là, on parlera d'harmonie en physique, voire jusqu'en astrophysique. Voilà. Alors, pour introduire les origines de la musique, les premières cosmologies, qu'on parle de cosmogonie, chez les hindous, donc il y a très longtemps, puisqu'on là remonte 5 000 ans avant Jésus-Christ, le son primordial chez les hindous était connu comme le Om, qui était en fait l'énergie créatrice. C'était ce qui sortait du chaos, c'était un son créateur. Ensuite, on retrouve la même chose, quand même, à peu près la même chose chez les Égyptiens, un peu plus tard, où là, en fait, la musique a été sifflée par un oiseau qui est sorti de l'œuf primordial, qui avait été donné par Thoth en cadeau. Et c'est le premier chant du monde, celui de l'oiseau, de l'œuf primordial. On retrouve également, un peu plus récemment, on voit dans la Genèse par exemple, où là, le verbe, avec le V majuscule, le verbe avait un pouvoir de création. Et on le retrouve aussi dans les formules magiques, dans la magie. Quand on parle des formules magiques, abracadabra par exemple, ce sont on voit que le son en fait est créateur jusque dans la voix de l'homme. Voilà, donc au commencement était le verbe. Donc là je vous ai parlé des origines de la musique et maintenant je vais commencer à introduire les relations qu'ils avaient entre elles. Donc les deux muses qui correspondent à la musique et à l'astronomie, Euterpe et Uranie, ils ont très tôt été ensemble puisque c'était des sœurs. Et quand on regarde d'ailleurs l'étymologie du mot musique, musiquer en grec, musique, ça commence par muse, c'était le plus beau des arts. Et la musique d'ailleurs, pour les Grecs, c'était une culture de l'esprit. On retrouve ici cette petite image là, donc en fait là vous avez les différentes muses qui sont filles de Zeus et de Mémosine. Et on les trouve d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'on les trouve d'ailleurs à côté. Ici on voit Uranie avec le globe, et ici on voit Euterpe. Alors généralement elle tient une flûte, la holos, c'est l'instrument de musique grec. Et parallèlement à la culture de l'esprit, chez les Grecs, il y avait la culture du corps. Donc il y avait une sorte de polarité entre la culture de l'esprit et la culture du corps, où là c'était plus de la gymnastique. D'ailleurs, gymnos, en grec ça veut dire nu. Donc voilà, la musique, ce qu'il faut retenir que la musique c'était à l'époque, aux origines chez les Grecs, c'était une culture de l'esprit. Donc c'était déjà en fait une science. À la fois un art, mais à la fois aussi une science. Donc voilà, on va rentrer en vif du sujet avec le cosmos musical des Grecs. Et là, en fond d'écran, certains reconnaissent peut-être déjà, Pythagore. Et totalement, j'en parle un peu plus loin, Tétractys. Alors la première fois qu'on rencontre le mot cosmos, c'est dans les récits d'Homère, donc là on est en pleine période grecque, où cosmos désignait en fait chez Homère, ça représentait l'harmonie des contraires. Donc souvent des bipolarités comme le ciel et la terre, les dieux parfaits et les hommes imparfaits. D'ailleurs, on retrouve toujours dans le vocabulaire moderne le terme de cosmétique. Dans cosmétique, il y a cosmos. Et la cosmétique, en fait, ça désigne tout ce qui va être beauté, ornement, l'ordre cosmique. Donc en fait, il y a un peu un parallèle à faire entre cosmos et harmonie, encore une fois l'harmonie.
grandissant, il y a Thalès. On peut dire que Thalès était un des premiers physiciens grecs. Il commençait en fait à observer les phénomènes naturels, notamment les marées, l'écho, les sonorités, il commençait à s'intéresser aussi au son. Il était capable notamment aussi de prévoir les éclipses lunaires, lui qui était découvreur du Saros, et puis d'observer les premières planètes. Donc il commence à voir en fait qu'il y avait des cycles dans la nature. Et Thalès fut l'un des premiers Grecs qui cherchait en fait justement à essayer de démontrer, de prouver cet ordre cosmique, qu'il y avait un fonctionnement à tout cela, essayer en fait d'expliquer ces phénomènes naturels de manière rationnelle. Et c'était le début. En fait, déjà à l'époque de Thalès, il cherchait déjà à trouver une théorie unitaire. Donc on verra, on en parlera à la fin de la conférence. Encore aujourd'hui, on est en train de chercher une théorie unitaire. Donc en fait, voilà, on est toujours dans la même quête. Donc ensuite, qui a succédé à Thalès, ce sera Pythagore, qui tient dans sa propre école. Donc Pythagore, il s'est établi en moins 500 en Grande Grèce, à Crotone, c'est le sud de l'Italie. Pour Pythagore, il y a eu une première révélation, c'est en observant le ciel, en voyant les constellations. Donc les constellations, c'est pas lui qui les a inventées, elles existaient déjà. Donc en observant les constellations, il s'est aperçu, il a fait le rapprochement entre la forme géométrique des constellations et le nombre d'étoiles que ces constellations contenaient. Donc par exemple, ici j'ai pris un petit exemple, voilà, on reconnaît la grande ours, la petite ours, le dragon. En fait, à chacune de ces figures géométriques, il associait un nombre. Il était passionné par les nombres, en fait, Pythagore. Donc il réunissait à la fois l'arithmétique et la géométrie. D'ailleurs, pour une petite précision, arithmétique, géométrie, musique et astronomie faisaient partie du quadrivium. Hein. C'était vraiment les quatre sciences de l'époque. Et donc pour Pythagore, en associant à chaque constellation un nombre, il a étendu ça à toute la nature, à tous les objets qui entouraient, à tout l'univers. Alors, c'est pour ça qu'il a essayé de mathématiser le monde. Et une citation célèbre de Pythagore, c'est que tout est nombre. Pour lui, tout est nombre. On verra qu'il ira très loin dans ce élément. Donc il est passionné en fait par les nombres, et plus précisément les nombres entiers. Donc Pythagore, ça sera aussi un des premiers qui essaiera de faire une théorie musicale. Donc il essaiera en fait de mathématiser aussi la musique. C'est ce que je viens de dire, hein, en fait la musique c'est le sœur des mathématiques et de l'astronomie dans le fameux quadrivium. Et pour donner un exemple, hein, je vais passer un petit extrait de musique grecque pour vous donner un exemple de ce que c'est que la musique grecque. C'est pas la musique d'aujourd'hui évidemment. C'est déjà une musique, ce qu'on dit monodique. C'est-à-dire que c'est une musique qui va pas jouer des accords, mais qui va jouer des notes les unes après les autres. Et avec en plus très peu d'amplitude sonore. On parle d'amplitude sonore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des sons très aigus et des sons très graves. Il y a très peu d'amplitude. J'essaie de le passer. Je ne sais pas si vous connaissez l'instrument. Donc voilà, l'instrument là on le voit sur... là on voit une lyre. En fait là ce qu'on entend en fait c'est la laulos, c'est une flûte grecque. Ça ressemble un peu à la cornemuse. Alors pourquoi je vous introduis ça comme ça, c'est pour vous expliquer la suite. La suite, c'est une légende qui a été rapportée plus tard, parce que Pythagore, il n'écrivait pas, tout ce qu'on connaît de Pythagore, ce sont des écrits de ses disciples. Et en fait, Pythagore, un jour, en se promenant dans le village, il entend des marteaux frapper sur une enclume, c'est le marteau d'une forge. Il y a 4 marteaux qui tapent sur une enclume, et en se rapprochant de cette forge, il s'aperçoit en fait que ces sons, ils sont consonants. Il y a une certaine consonance dans les sons. Alors, quand on parle de consonance, tout de suite, ça veut dire qu'il y a une certaine harmonie entre les sons. Et donc, en regardant les marteaux qu'il y a, il se met à peser les marteaux. Et la masse de chacun de ces marteaux sont 6, 8, 9 et 12 livres. Et donc, ils ne sont pas tous consonants entre eux. Il établit une certaine règle déjà. Il s'aperçoit en fait qu'entre le marteau de 6 et 12 livres, il y a une consonance. Aujourd'hui, on parle d'octave. En fait, ce n'était pas les mêmes termes chez les Grecs, mais bon, pour faire plus simple, je n'ai plus les termes modernes. Il va parler d'octave, donc c'est en fait un rapport du simple au double. Avec les marteaux de 8 et 12, ou le marteau de 6 et 9, il s'aperçoit qu'il y a le même genre de consonance. C'est ce qu'on appelle la consonance en quinte. Donc en fait, c'est un rapport de 2 à 3. Et enfin, la troisième consonance qu'il va remarquer, c'est celle entre les marteaux de 8, 6
et les marteaux de 9-12 livres, qui vont donner en fait une consonance en quarte, consonance en 3-4. Donc en fait, c'est les bases de la théorie musicale qu'il est en train d'établir. On n'en est pas encore à la sonomie. On verra, on va y arriver. Donc déjà pour Pythagore, c'est déjà une preuve de l'harmonie du monde. Pour lui, le monde, il peut déjà s'expliquer avec ses lois musicales. En fait, les premières lois qui ont été établies par Pythagore, ce sont les lois musicales. Et plus qu'un rapport simplement au nom, c'est un rapport, comme je l'ai dit, à la beauté du cosmos. Voilà, pour lui, c'est déjà une preuve de la beauté du cosmos qu'entre des sons, il puisse y avoir une beauté. Alors, ce que je vous ai expliqué, c'était une légende, et du coup que c'est vraiment une légende, c'est qu'en fait ça ne fonctionne pas. Si vous faites l'expérience avec des masses qui frappent sur une enclume, vous essayez de faire la même expérience que soi-disant Pythagore aurait fait, ça ne fonctionne pas en fait, avec le rapport des masses. Donc en fait c'est une pure légende. Je pense que ça a été déformé avec le temps, et qu'ils se sont trompés quelque part. Par contre, ce qui fonctionne très bien, donc voilà, la variation des fréquences avec les masses, ça serait selon le carré des rapports. Ça ne fonctionne pas avec les rapports directement, il faut les mettre au carré. Donc là, il y a une petite... par rapport à la légende, on voit qu'il y a un truc qui cloche. Par contre, ça fonctionne très bien avec les monocordes. Donc ça, vous pouvez le faire avec un monocorde ou avec une guitare, si vous voulez. Avec une corde de guitare, on va voir qu'en divisant la corde de guitare en différentes parties, on va retrouver les rapports de consonance de Pythagore. Voilà, donc en fait, vous prenez un monocorde, quelle que soit sa longueur. Le principe est assez simple. Pour retrouver l'octave supérieure, il suffit de diviser en deux. Là, il y a des points qui permettent d'avoir des repères. Si vous divisez en deux la corde et puis vous faites battre un côté ou l'autre, d'ailleurs, du coup, c'est de chaque côté la même longueur. Et en fait, vous obtiendrez l'octave supérieure. Si par contre la corde vous la divisez en trois parties et vous en faites battre simplement les deux tiers, vous aurez une quinte. Et même raison pour la quarte, vous divisez la corde en quatre parties, vous en faites sonner les trois quarts. Vous obtiendrez un rapport de quarte. Donc pour Pythagore, maximum la corde, son monocorde était divisé en 4 parties. Si on lui donnait 4 notes, et le chiffre 4 Pythagore, on va le voir, le chiffre 4 est magique pour Pythagore. Donc par exemple, les 4 notes fondamentales, ce sera le Do supérieur, c'est-à-dire l'octave supérieure, le Sol et le Fa. Voilà, j'ai fait un petit dessin pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe avec une corde. Donc là, on a la corde entière. Là, on a la corde divisée par 2. Là, on a les 2 tiers d'une corde. Et là, on a les 3 quarts de la corde. Et on va retrouver la consonance en octave, la consonance en quinte et la consonance en quarte. Alors, j'ai mis quinte en couleur. Parce qu'en fait, pour les pythagoriciens, la quinte, c'était vraiment l'accord parfait. D'accord, la consonance, le son parfait, en termes d'harmonie, c'était l'harmonie parfaite. D'ailleurs, c'est surtout dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on parle de quintessence. Un terme quintessence, quintessence, il y a quinte, c'est-à-dire c'est l'essentiel, ce qui est le plus beau. Alors, pour ceux qui sont musiciens, peut-être certains musiciens dans la salle, on sait qu'il y a d'autres aujourd'hui, il y a d'autres intervalles consonants. On parle de tierce, on parle de sixte. En fait, ça arrive beaucoup plus tard. Tout ce qui est autre intervalle, en fait, chez Pythagore, il y en avait 3. Donc finalement, la musique était assez simple. Il n'y avait que 4 notes et puis 3 intervalles consonants. En fait, il a fallu attendre le XVIe siècle, j'en parlerai à la fin de la conférence avec Zardino, pour avoir d'autres intervalles, en fait, enrichir un peu plus la musique. Alors, je vous ai extrait, je vous ai fait écouter tout à l'heure. C'est pas tellement, ça ne suit pas beaucoup, hein, c'est assez simple. Alors, juste pour un peu illustrer mon propos là avec ces fameux accords, je vous passe un petit extrait pour illustrer le propos. Est-ce que c'est bien l'heure de taper la chansonnette là? Il n'y a pas d'heure pour chanter. C'est une excellente idée, Père Blaise. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Bort, une basse, s'il vous plaît. C'est une démonstration de la quinte juste. Oui, parfait. Donc, Sire, vous allez chanter la même note que Bort. Très bien. C'est ce qu'on appelle un unisson. Bravo. Maintenant, Sire, vous allez passer de l'unisson à la quarte inférieure. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Voilà! C'est tout ce qu'il y a. Unisson, quarte,
Putain, mais c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pas. Et tous les gratte-caisses, là, sur le marché aux bêtes, avec leurs crin-crin pourris, et je te mets de la tierce, de la sixte, mais oh, là, ils se prennent pour qui? Moi, ça me bousille les esgourdes, les sixtes. Je suis déjà à moitié sourd. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu? Mais enfin, Père Blaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces? Ça me fait gerber. Sire, faites une tierce. Ah non, non, vous faites une tierce, je tire. Majeur ou mineur? Mais qu'est-ce que c'est ces conneries là? Majeur, mineur, mais c'est pour les dégénérer. Il y a un seul truc de valable. C'est juste. Mineur. Oh mais arrêtez, hein, je vais me mettre à dégobiller sur la table ronde. Bon, vous faites une pédale sur dièse ciré. Ah, c'est bien, et là, vous, sire... Non, non, vous, sire, il se casse parce qu'il en a ras-le-bol. Sire, vous reprenez à la quinte juste. Voilà, là c'est propre, c'est harmonieux. Oui, mais avec quelques fioritures, on passerait rapidement sur une petite sixte, et c'est joli. Et c'est de la merde. Sire, une petite variation. Oh, mais vous êtes des malades! Je vous préviens que si on met pas le rôle là tout de suite, dans 10 ans, tout le répertoire musical est pollué. Il faut plutôt voir ça comme une évolution. Il faut interdire les intervalles non justes, c'est tout. Sire, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, bon, d'abord, moi, j'en ai pas grand-chose à carrer. Sinon, moi, toujours des quartes, des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversement de tierces. Et j'allais même dire, un petit intervalle diminué de temps en temps. Diminuer? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Forte, une pédale. Enfin, je veux dire, Il n'y a pas de mal. Vous voyez, c'est intéressant, en fait, dans la vidéo, c'est bien d'entendre les différences de consonance entre les interventions.
Donc c'est ce que je viens de dire, hein, l'autorité harmonique du monde, c'est une volonté divine. Donc là, on est dans la théologie naturelle, c'est-à-dire que voilà, il y avait forcément un créateur, ça ne pouvait pas être autrement, il y avait forcément un créateur qui pouvait créer une harmonie à tel point géométrique. Et la quête de Kepler, c'était de rendre hommage à Dieu. Alors, Kepler, très jeune, il était professeur de mathématiques. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, il enseignait les systèmes héliocentriques, le système géocentrique plutôt. Et à ses meilleurs élèves, en fait, il réservait quand même à ses meilleurs élèves la théorie de Copernic. Il expliquait quand même à ses meilleurs élèves en essayant de semer une graine pour la suite. Et un jour, en faisant un cours de mathématiques, il dessine un triangle inscrit dans un cercle. Et là, il vient une révélation. Il dit, flûte, mais ça pourrait très bien coller avec les systèmes solaires et les planètes. Il dit que finalement, si ce cercle, je le mets en rotation et qu'il entraîne le triangle qui est au centre, qu'est-ce que je vais obtenir? Voilà, donc là, j'ai dessiné différents triangles là, qui sont centrés sur un axe ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître deux cercles. Et pour Kepler, ces deux cercles-là, ça ne fait pas de doute. Ça permet en fait de délimiter les orbites. Les orbites de deux planètes, par exemple. Et puis, il creuse encore un peu. Il dit finalement, j'ai besoin de combien de figures géométriques pour arriver à dessiner toutes les orbites des planètes qu'on connaît. Et bien, il s'aperçoit en fait que ça colle parfaitement avec les polyèdres réguliers de Platon. Donc pour lui, c'est super, hein, c'est la géométrie, c'est harmonieux, ça explique le système solaire. Donc c'est ce qu'il explique dans son premier livre, Le secret du monde. C'est assez mystique, Le secret du monde. Où là, il explique qu'il suffit de prendre les 5 polyèdres réguliers de Platon, ça va définir 6 sphères qui vont correspondre aux 6 planètes. Donc là, voilà, il n'y a plus de soleil dedans, on est un peu plus carré quand même là. Il y a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Et là, on peut tout à fait prétendre à une harmonie géométrique, et en plus les 5 suites de Platon, cerise sur le gâteau, ça correspond en plus avec la quinte. Donc voilà, il arrive à sauver la théorie platonicienne, l'harmonie des sphères, et en plus le système de Copernic. Voilà donc un peu sa théorie. Pour lui, entre Mars et Jupiter, il y avait un tétraèdre. Entre Jupiter et Saturne, il y avait un cube, un hexaèdre. Entre Mercure et Vénus, il y avait un octaèdre. Entre la Terre et Mars, un dodécaèdre. Et enfin, entre Vénus et la Terre, il y avait un icosaèdre. Donc, pris comme ça paraît un peu tiré par les cheveux. Et quand en fait on regarde la première page de son livre, une des pages de son livre, là, une illustration, une gravure, sur laquelle en fait il explique tout son système. Et on voit en fait les sphères apparaître. Et pourquoi finalement il met ces polyèdres réguliers? C'est pour simplement expliquer les distances. En fait, avant lui, c'était des tons musicaux. Et lui, en fait, il met des distances en termes de polyèdres. Et suivant en fait la forme de ces polyèdres, ça fait des distances plus ou moins grandes. Voilà, donc ça c'est plus schématique, c'est expliqué comme ça, avec la sphère de Saturne qui correspond à la sphère la plus extérieure. Et entre Saturne et Jupiter, on trouve bien notre cube, etc., entrant dans le système jusqu'à Mercure. Mon souci, c'est que c'est lui-même qui va couper la branche sur laquelle il était assise. C'est que, en 1609, il découvre la première loi de Kepler, et là, les orbites, elles ne sont pas sphériques, elles sont circulaires, elles sont elliptiques. C'est la fameuse première loi de Kepler. Donc, du coup, ça prend la jour. C'était joli, c'était sympa, mais malheureusement, ça n'a pas longue vie. Donc, dans son harmonie du monde, il va établir la loi des airs, voilà, la deuxième loi de Kepler, où là il explique justement que donc, les planètes tournent autour du Soleil sur une orbite elliptique. Donc il y aura bien des distances, il va se rapprocher tantôt du Soleil, tantôt il va s'en éloigner, on parle d'excentricité. Et là il va se rattacher à la musique, il va parler d'amplitude sonore, et donc pour Kepler, en tournant autour du Soleil, les planètes, elles vont moduler leur son. Pour Pythagore, chaque planète avait une note particulière. Pour Kepler, lui, il va un petit peu enrichir ça, vu qu'on est sur des orbites elliptiques. Il va prendre donc les observations, vous savez tous que Kepler, tout ce qu'il a établi, il a repris les observations de Tycho Brahe. Donc là, on retrouve Saturne à Mercure, avec Mercure la plus rapide va produire une note très aiguë, Saturne la plus lente va produire une note grave. Et donc en prenant les déplacements apparents des planètes sur le ciel, donc il y a toutes les observations de
de Tycho Brahe, il va faire des rapports entre la vitesse maximale et la vitesse minimale, donc en fait les vitesses à l'aphélie ou au périhélie. Et là, il va faire une réduction de ces fractions et il va retrouver chacun des intervalles musicaux. Il va retrouver des 4/5e, des 5/6e, les 2 tiers de la quinte pour Mars. La Terre correspondrait à un demi-ton. Donc en fait, voilà, il est en train de réinventer l'harmonie des sphères à sa manière, en faisant correspondre, on verra c'est sur ces 3 lois, ici c'est la 2e loi, on verra que ce sera pareil pour la 3e loi. Voilà, donc les orbites elliptiques des planètes vont faire une succession de notes émises par chaque planète. Là on retrouve sur ces les portées des notes, en passant par Saturne, jusqu'à Mercure. Et effectivement, si on lit les portées, on s'aperçoit que Saturne, la simulclé de Fa, donc c'est plutôt des sons graves, on va avoir des notes très graves, avec peu de modulation. Et ces modulations, qu'est-ce qu'elles expliquent? Elles expliquent simplement l'excentricité des planètes. Et on voit par contre que Mercure a une forte excentricité, puisqu'il y a une grande, on parle d'amplitude sonore, une grande amplitude sonore. Et cas particulier, par exemple, Vénus, elle fait 3 notes identiques. Elle n'a pas d'amplitude sonore, autrement dit, ça voudrait dire qu'elle n'a pas d'excentricité. Et quand on prend effectivement les chiffres des excentricités orbitales de chacune des planètes, ben ça colle bien avec les chiffres qu'on connaît. Vénus, par exemple, a une excentricité très très faible, c'est celle qui a la plus faible excentricité, à 0,006. On peut imaginer qu'à l'époque de Tycho Brahe, effectivement, ils n'arrivaient pas encore à observer vraiment des variations de distance de Vénus par rapport au Soleil. Ce qui explique pourquoi en fait on a 3 notes identiques. Et si je reprends un deuxième exemple, par exemple je prends Mercure, effectivement Mercure, hein, c'est elle qui a la plus grande excentricité avec 0,205, qui explique toute cette portée. Voilà, donc je vais faire écouter la musique des sphères selon Kepler. Pareil, ça je ne fais pas beaucoup. Et ce qui est sympa, c'est de les entendre tout ensemble. Ah, donc là on retrouve les portées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Saturne avec un son plutôt grave. Donc là vous avez des petits curseurs qui se déplacent sur la portée et qui vont en fait vous faire entendre les différentes notes que Saturne ferait en tournant autour du Soleil. Voilà, donc la deuxième note de Saturne, c'est très très lent, parce que Saturne est très très lent. Le Jupiter avec un son juste au-dessus de Saturne. Leur mélodie. Voilà, donc je ne pouvais pas non plus, je vais enchaîner directement avec la musique des sphères sur Michael Field. Donc c'est beaucoup plus récent, hein, et je ne pouvais pas m'empêcher de la mettre. Par contre, on n'écoutera pas Donc en 2008, Michael Field a fait une musique des sphères à sa façon. Ça se fait un peu plus déjà.
vous parlais des trois lois de Kepler. La troisième loi de Kepler, c'est celle des périodes. D'ailleurs, cette troisième loi de Kepler, elle s'appelait la loi harmonique. Toujours dans l'harmonie du monde. Où là, Kepler va chercher, en fait, à trouver une proportionnalité entre la distance des planètes par rapport au Soleil et le temps qu'ils vont mettre à parcourir, en fait, leur orbite. On parle de la période T et puis de la distance A, qui correspond, en fait, aux deux micro-grands axes. Et en cherchant cette proportionnalité, il finit par la trouver. Et qu'est-ce qui se trouve comme proportionnalité? Il trouve une proportionnalité en A cube sur T carré. Il s'aperçoit que ce rapport-là est constant. Alors à l'époque, il connaissait que ces planètes-là s'arrêtent à Saturne, il ne connaissait pas encore Uranus et Neptune, et évidemment, ça a été confirmé à la découverte de Uranus et Neptune. On avait toujours cette loi de troisième loi de Kepler qui fonctionnait. Et encore cerise sur le gâteau, pour Kepler, trop content, puis c'est que lui, pour lui, il voit qu'il y a un rapport en 3,5, c'est-à-dire vu qu'il y a un cube au-dessus et un carré en dessous, il voit du 3,5, il se dit encore un rapport de 15. Et il est fort, hein, il arrive toujours à retourner sur ses pieds. Donc pour lui, c'est encore une nouvelle preuve de l'harmonie du monde. Il était passionné par ça, Kepler. Mais il n'empêche que sa loi, elle fonctionne. Ouais, il y a toujours ces deux côtés-là, quoi. Le côté un petit peu, on va dire, un peu mystique, un peu numérologie, et le côté plus mathématicien. Alors après Kepler, il y a un certain Zarlino, qui a inventé, d'ailleurs, je vous en avais parlé tout au début de la conférence, là, qui a inventé une gamme à lui. Lui, il divisait les cordes en 6. Zarlino, c'était quand même une personnalité, puisque c'était le professeur de musique de Vincenzo Galilei, lui. Donc c'est le père, en fait, c'est le père de Galilée. Donc c'était un compositeur et un professeur de musique. Et en restant dans la numérologie, pour lui, le chiffre magique, c'était le chiffre 6. Pythagore, lui, s'est arrêté à 3 intervalles. Zarlino, lui, va en faire 6 intervalles. Et pourquoi 6? Il est magique pour plusieurs raisons. Déjà, le premier, un peu, c'est de penser un peu à la tétractys. Pour lui, 6, il est magique parce que si on prend les 3 nombres entiers, les 3 premiers nombres entiers, on les multiplie ou qu'on les additionne, on tombe sur 6. C'est pas tout, il y a 6 planètes, donc c'est pas mal. Et en plus, il en trouve encore d'autres. Pour lui, pour lui, dans la Genèse, le monde est écrit en 6 jours. Il y a 6 directions. Alors voilà, il nous écrire des pages sur le chiffre 6. Donc pour lui, tout tournait autour du chiffre 6. Et du coup, il nous sort 6 consonances musicales, donc il reprend celle de Pythagore, hein, l'octave, la quinte, la quarte. Il va en rajouter 3 autres. Il va rajouter la tierce mineure, où là on va diviser la corde en 5. On obtiendra aussi en divisant la corde en 5, en prenant que le tiers, on va obtenir la sixte majeure. Et enfin, la tierce majeure va être obtenue en prenant les 5 parties. Une corde coupée en 6. À la suite de Zarlino, il y a un médecin anglais qui s'appelait Robert Fludd. Et on verra que ce personnage-là est assez rigolo parce que j'en reparlerai tout à la fin de la conférence. Il y a une gravure qu'on trouve dans son livre qui s'appelle Des deux mondes. Où il revient, hein, c'est toujours en fait, on voit que ça perdure hein, cette vision d'un instrument divin. Là on est en 1600, hein, donc c'est plutôt relativement récent. Où là on voit la main de Dieu qui accorde l'instrument divin et on voit les différentes sphères des planètes qui vont venir pincer cette corde. Là on est dans un monocorde, hein, une sorte de lutte monocorde qui va venir jouer les différentes notes de l'harmonie des sphères. Donc ça a traversé le Moyen-Âge et c'est en train de traverser la Renaissance. Ça vient tout doucement jusqu'à nous. Donc moi je vais passer à la partie de l'harmonie de la physique. Et je vais vous parler de Newton. Alors avant Newton, une des révolutions de la pensée, c'est celle de Descartes. Alors René Descartes est certainement une des personnes qui a beaucoup influencé la façon de traiter, d'analyser le monde. Donc c'était encore une fois une tentative pour mathématiser les lois de l'univers. C'était aussi encore une étape un peu plus vers une remise en question de l'autorité religieuse. Mais l'héliocentrisme n'était pas encore ouvertement affiché chez Descartes. Et je vous disais qu'on va parler de Newton, parce que Newton, en fait, il va reprendre les travaux de Kepler. Donc
finalement c'est un héritier de Kepler, il va reprendre la troisième loi de Kepler, il va essayer la mathématique, essayer de la démontrer. Et en essayant de la démontrer, c'est là qu'il va en fait établir sa théorie de la gravitation, en 1887. Et Newton, encore une fois, il aura ces deux visions, celle d'un univers tel une horloge, c'est-à-dire cette vision mécaniste, et toujours cette philosophie naturelle, c'est-à-dire que pour lui, il y a un créateur, un seigneur derrière tout ça, qui tire les cordes, quoi, qui a créé tout cela. D'ailleurs, j'ai mis une citation de Newton qu'on trouve dans ses principes mathématiques de la philosophie naturelle. D'ailleurs, on trouve les deux termes, on trouve le terme mathématique et philosophie naturelle dans son œuvre. Et il écrit ceci: cet arrangement aussi extraordinaire du Soleil, des planètes et des comètes n'a pu avoir pour source le dessein de la seigneurie d'un être intelligent et puissant. Voilà, donc, c'est une facette de Newton, c'est-à-dire le côté théologie naturelle. Alors, en termes de musique, donc là on est en plein siècle des Lumières, 1768, il y a un certain Joseph Fourier qui a commencé à décomposer la musique, donc la musique plus précisément les sons, il les a décomposés en harmonique. Et pour lui, tous les sons, c'est pas pour lui, il a démontré mathématiquement, tous les sons peuvent être réduits à une addition d'ondes simples. Effectivement, là, on voit par exemple un son. En fait, ce son, c'est l'addition de plusieurs sons purs. Et ça va tout à fait confirmer les travaux de Rameau. Parce que Rameau, dans sa théorie, en fait, il explique que la musique, et les sons, les notes de musique, le son, et en fait, ils sont en train d'avancer le travail qu'il avait déjà commencé plusieurs milliers d'années avant Pythagore. Dans ces consonances, en réalité, il y a un son fondamental qui va être le centre harmonique, et tous les intervalles qu'on va retrouver, comme l'octave, la quinte, etc., ce sont des fréquences doubles, ce sont des multiples. Donc là encore, on voit qu'on est en train de mathématiser la musique. Ensuite, une personnalité dont je ne pouvais pas vous parler ce soir, c'était Herschel. Herschel, c'était un musicien, avant tout, donc il avait une formation de musicien à la base. Donc il était compositeur, il s'intéressait beaucoup à l'optique. C'était en lisant des traités d'optique qu'il s'est mis en fait à fabriquer des instruments d'observation, notamment des télescopes, les premiers grands télescopes. Et lui aussi, c'est un héritier de Kepler, c'est-à-dire qu'il est passionné par l'aspect théologie naturelle. Voilà des télescopes. Petite anecdote, c'est le fameux télescope que l'observatoire de Dijon avait fabriqué par Herschel. Ce n'est pas le plus grand, loin s'en faut. C'est son plus grand télescope. Voilà, donc j'en parle après du plus grand télescope qu'il a fabriqué. En fait, en observant avec ses télescopes, Herschel commence à confirmer les intuitions qu'avaient des philosophes comme Kant sur l'existence d'univers îles. À l'époque, ils appelaient ça des univers îles, c'est-à-dire des galaxies qui étaient très éloignées de nous. Et en fait, ça vient simplement, pareil, Charles Messier, c'est à la même époque. À l'époque de Messier, c'est pareil, lui, il avait fait un catalogue d'objets, et il ne savait pas bien ce que c'était ces objets qu'il voyait. Il ne savait pas bien si c'était des galaxies. Et avec les progrès des instruments, j'en parlerai plus loin des instruments. Et Herschel, un jour, il a accueilli un compositeur très célèbre, Haydn, qui vient lui rendre visite à Londres en 1792, et en observant en fait avec un instrument de Herschel, il est subjugué par ce qu'il voit. Voilà l'instrument, le plus gros instrument qu'a jamais construit Herschel. Il faisait 12 mètres de long, avec un miroir un peu plus d'un mètre de diamètre. On peut imaginer que quand Haydn a regardé derrière le télescope d'Herschel, il a été subjugué à tel point que 5 ans après, il a sorti son œuvre, La Création. Et alors, certainement, on peut imaginer que Haydn et Herschel ont discuté longtemps ensemble. Et Herschel, déjà à l'époque, il avait mis l'hypothèse d'une explosion, une sorte d'explosion originelle de l'univers, en voyant toutes ces galaxies qui étaient à distance, avec des tailles plus ou moins grandes. Il commençait en fait à avoir, en 3 dimensions, il commençait à avoir les différentes strates, on pourrait dire, de l'univers, avec les planètes relativement proches, et les fameux univers libres, les galaxies qui étaient à distance. Voilà, donc je vous passe un petit extrait de... Bon, je ne sais pas tout passer, c'est trop long. Un petit extrait de... Donc voilà, là on voit l'explosion originelle.
compositeurs du siècle des Lumières et après, postérieurement aussi. Donc on en revient toujours à cette idée de chaos de création. Au départ, il n'y avait rien, après, il y a une lumière, voilà, c'est cette idée. Voilà, donc il y a presque pour 10 minutes, hein. Je vais juste vous passer le début. Ce qui est intéressant, c'est le premier coup d'œil, on entend vraiment une espèce d'explosion musicale. Toujours le même état d'esprit, donc la musique interprète de l'astronomie. On a un certain Jean-Pierre Rebel, pareil, qui a composé deux morceaux qui s'appellent Le Chaos et Les Éléments. Donc c'est un peu toujours le même état d'esprit, un peu comme Haydn. Lui, c'était un compositeur français. Donc, vraiment, cette musique-là est censée faire penser aux éléments. Voilà, donc en fait, les éléments, c'est une musique, c'est le début de ce qu'on appelle la musique méditative. Voilà, la musique méditative. Et ça va être une véritable révolution, en fait, surtout en France. C'est une véritable révolution intellectuelle, parce que ça va être le commencement d'une musique qui va commencer à être un peu autonome. C'est-à-dire qu'elle n'est plus obligée de s'appuyer sur des opéras ou s'appuyer sur des ballets. Ça va être une musique vraiment qui va se suffire elle-même. On va même parler de musique pure, instrumentale. Et ça va encore dans le sens de la théorie de Rameau. C'est une idée qui était défendue par Rameau, où Rameau avait la volonté vraiment de faire de la musique une science, c'est-à-dire l'étudier à part entière. La petite photo, j'ai mis la place Rameau. Et en fait, la musique n'a plus besoin d'avoir un visuel, un support visuel. Une citation de Rameau, l'harmonie est l'unique base de la musique et le principe de ses plus grands effets. Voilà, donc toujours à peu près à la même époque, on est au siècle des Lumières. Il y a un certain Grégory, c'est un astronome, qui en 1702 avait exprimé la distance des planètes au Soleil en multiple de 10 de l'orbite terrestre. Ça donne cette suite-là. Donc pour Mercure 4, Vénus 7, la Terre 10, donc 10 ça correspond finalement à l'unité astronomique multipliée par 10. Mars 15, Jupiter 52 et Saturne 95. Donc en fait on a une distance. On a la distance des planètes en unité astronomique fois 10. En gros, Mercure, ça serait 0,4 unité astronomique, Vénus 0,7, etc. Une vingtaine d'années plus tard, cette suite numérique, donc 15, 7, 10, 15, 52, 95, est reprise par le philosophe Christian Wolff, qui essaye de travailler dessus et essayer de trouver une relation entre ces différents chiffres. Ça ne donne rien. Et c'est seulement en 1766 qu'il y a un certain Titus, donc c'est son nom qui disait les bonnes, qui finalement établit une relation entre le rang des planètes, donc ici ça sera n, et la distance de la planète au rang donné par rapport au Soleil. Donc eux, ils vont publier cette relation, c'est pour ça d'ailleurs que la loi porte leur nom, ça ne s'appelle pas la loi de Grégory ni la loi de Wolff, ça s'appelle la loi Titus-Bode, parce qu'eux, ils l'auront mathématisé. Et ça va donner une nouvelle loi empirique de l'harmonie planétaire. Donc ça s'inscrit un peu dans l'harmonie des sphères. Donc effectivement, si on remet ça sur une frise, sur une espèce de règle pour reprendre les distances, on est bien le Soleil au centre, avec Mercure
qui se trouve à 0,38 unités astronomiques. En fait, eux, par le calcul, ils trouvent 0,4, on n'est pas loin de la réalité. Et des points qui sont intéressants, c'est par exemple qu'au rang 4, ici 1, 2, 3, 4, donc c'est le rang 5, on commence à Vénus en 1, donc c'est 1, 2, 3, 4, au rang 4, là, ils ne trouvent pas de planète. Alors, à l'heure où on parle hein, de cette loi de Tituss-Bode lorsqu'elle est sortie, en fait, ils n'avaient pas trouvé de planète. Et puis surtout, on pourrait se poser la question, et finalement après Saturne, si je continue à compter les rangs après Saturne, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres planètes? Donc c'est ce qu'ils sont mis à essayer de faire, de chercher d'autres planètes, notamment après Saturne, mais aussi entre Mars et Jupiter. Et bingo, on retrouve notre fameux Herschel, en 1781, au rang 8, Herschel découvre Uranus à la position prévue par la loi de Tituss-Bode. Donc ça, c'était un véritable succès, on dit c'est super. Cette loi empirique, elle fonctionne. On a trouvé une loi de la nature. Pareil, en 1801, ils ont cherché longtemps, parce que là, l'objet qu'il fallait trouver était certainement très petit, c'est pour ça qu'il n'avait jamais encore été trouvé à l'époque. Et en 1801, ils découvrent Cérès, c'est Piazzi qui trouve Cérès en 1801 au rang 4. Et encore une fois, ça correspond, encore une fois, c'est grosso modo, hein, c'est pas parfaitement précis, mais bon, ça a l'air plutôt bien collé. Mais vous savez tous en fait qu'après, quand ils ont essayé de faire la même chose avec Uranus et Neptune, malheureusement, là, la loi de Tituss-Bode a moins bien fonctionné. Donc ça restera de toute façon une loi empirique. Voilà, donc la dernière partie, je vais vous parler de musique et d'astrophysique. L'astrophysique. Où là, je vais vous faire des petites illustrations, c'est un peu plus... c'est juste un peu rigolo. C'est-à-dire que là, la NASA, par exemple, a réinterprété à sa façon la musique des sphères dans le système solaire, où là, ils ont en fait enregistré, c'est des extraits, ils ont enregistré des vibrations électromagnétiques des planètes et des satellites, il y a aussi même les anneaux de Saturne, il me semble, dans lesquels en fait ils ont transposé ça en fréquence audible, hein, où on entend de 20 Hz à 20 kHz, donc ils ont divisé ces vibrations électromagnétiques pour pouvoir les entendre, et le résultat est assez rigolo. Voilà, c'est la liste de tous les objets qu'ils ont, donc ils ont enregistré les vibrations électromagnétiques. Donc on commence avec Jupiter. C'est plutôt des sonorités douces, hein, ça ressemble à un peu vraiment, c'est des sonorités assez particulières. Je pense que le son n'est pas très fort, du coup on n'entend pas très... Ouais, c'est pas grave, c'est la suite. Donc les enregistrements, ils ne sont pas prévus, c'est une quinzaine d'années ça. Ouais, donc on va sortir du système solaire. Si l'on entend très plus. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc ça ressemble un peu plus à la musique des sphères. C'est celle qui a été vraiment enregistrée, même si elle a été modifiée évidemment. On sait bien que dans l'espace, on ne peut pas avoir de son qui se propage.
Ouais, donc on va sortir du système solaire, aller beaucoup plus loin, et là on va écouter le son des pulsars. Donc le son des pulsars, c'est pas vraiment, on va dire, la musique au sens où on l'entend, c'est plutôt le son de batterie, quoi, hein, c'est plutôt du son. Donc on va entendre différents types de pulsars. J'espère qu'on entend mieux. Là c'est plutôt rythmé. Avec ici une rotation, presque une rotation et demie par seconde. Voilà, je vous rappelle ce que c'est qu'un pulsar, hein, c'est une étoile à neutrons qui tourne plus ou moins rapidement, donc on a des très lents, là c'est plutôt lent. Et puis on va entendre des très rapides. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout en bas. Ça va de la seconde, on fait ça, à la milliseconde. Voilà. Donc il y a un peu de fois par seconde. Enregistrer des extraits, mais voilà, il y a vraiment de la musique astronomique sur Radio Astronomie. Voilà, et je voudrais terminer en quelques diapositives sur les dernières cosmologies, donc sur les dernières théories cosmologiques avec le premier champ de l'univers. Et en fait, si on prend le son comme une transmission d'énergie émise par un corps en vibration, et des cosmologies modernes qui parlent d'un univers qui serait comme la peau d'un tambour. Et j'ai expliqué justement cette image de Planck du fond d'issue cosmologique. Et il y a une cosmologie branaire qui parle d'univers, donc il y a plusieurs univers qui auraient une forme de membrane, qui seraient en fait plusieurs peaux de tambour. Et en fait, cette image, une théorie, ce serait de dire que cette image en fait, qu'on a du fond d'issue cosmologique, ce serait une image de cette peau de tambour qui aurait vibré. Bon, on sait que ça c'est 380 000 ans après le Big Bang, mais que ça serait en fait un état de cette peau de tambour, qui est l'univers, qui aurait vibré à cause du Big Bang. Voilà, la théorie c'est sexy, hein, donc c'est un petit dessin que j'ai récupéré là. En fait, j'aurais plusieurs univers parallèles, et le Big Bang en fait, ça serait la manifestation de ces membranes, par de bras exactement, qui seraient rentrées en collision. Et au moment de cette collision, ça aurait fait une espèce de décharge d'énergie qui aurait fait vibrer donc l'univers dans lequel on vit, et qui aurait fait des plis, qui aurait fait cette espèce de plis qu'on voit ici, et qui aurait créé toute la matière qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ça c'est mon interprétation assez personnelle hein, avec les figures de Chladni. Donc il y a une expérience qui a été faite, c'est ça, on parle toujours au moment des siècles des Lumières, c'est un siècle fabuleux, en 1787, il y a un certain Chladni qui a fait une expérience. Donc à l'époque, là je vais vous montrer une expérience moderne, mais à l'époque, lui, il avait des moyens relativement limités, il avait pris une plaque de cuivre, il me semble, une espèce de petite tôle de cuivre, il avait disposé dessus de la poudre, et il avait frotté un archer violon, le long de cette plaque, et il s'est aperçu que c'était des figures géométriques assez particulières,
Encore une fois, c'est pour faire cette analogie avec le fond d'issue cosmologique, on pourrait imaginer que c'est une sorte de vibration. Donc là, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite avec un générateur basse fréquence. C'était fait avec un générateur basse fréquence qui était relié à un haut-parleur. Le haut-parleur est disposé sous une plaque. Alors, on voit la plaque ici. Le haut-parleur est en dessous. On a disposé la plaque dessus, donc c'est une plaque relativement fine qui puisse vibrer. Et puis dessus, ils ont disposé du sel, des petits grains de sel. Et ils ont fait varier la fréquence. Donc ici, ils commencent à 100 Hz. Ils font varier la fréquence, des basses fréquences jusqu'à des fréquences plus hautes. Et puis ils ont observé ces figures-là. Donc c'est fait sans trucage. Voilà, donc voilà, on voit le sel qui est disposé. Et là, ça 345 Hz, voilà la figure que ça forme. Alors évidemment, cette figure, elle va dépendre en fait déjà de la forme de la tôle. Si c'est une tôle carrée, si c'est une tôle ronde, etc., ça va changer les figures qu'on va obtenir. Et en fait, on voit que pour chacune des fréquences, déjà, les figures géométriques qu'on obtient, les dessins qu'on obtient, on peut parler vraiment de dessins, vont varier. Et finalement, l'idée, c'est de se dire que on pourrait imaginer que suivant les dessins, les figures géométriques qu'on a, par exemple, sur un fond diffus cosmologique, on pourrait peut-être retracer l'histoire de la forme de l'univers. C'est assez joli, il y a vraiment des très belles figures. Alors Luc Lamy, en 1787, il avait fait ces premières expériences-là. Après, derrière lui, il y a eu plein de physiciens qui ont fait des recherches là-dessus. C'est vraiment un domaine sur lequel on fait beaucoup de travaux. Donc en fait, les endroits où on voit le sel, c'est évidemment là où la tôle bouge le moins. Les endroits où il n'y a pas de sel, c'est là où la tôle ondule et du coup chasse le sel sur les lignes. On pas deux figures pareilles. Voilà, je vais trouver, je sais pas, je vous montre. Voilà, je vais terminer sur cette dernière diapositive où je vais vous parler 2 minutes de la théorie des cordes, donc qui date quand même déjà de 1960. Et cette théorie des cordes a fait un clin d'œil en fait à la vision qu'avait Robert Fludd plusieurs siècles auparavant. Pour retracer un peu l'historique de la théorie des cordes, pourquoi cette théorie des cordes? La théorie des cordes, elle avait déjà été émise pour essayer de concilier la théorie de la relativité générale d'Einstein, donc c'était plutôt une vision de la physique à l'échelle astronomique, avec la théorie de la mécanique quantique, qui est plutôt une vision à toute petite échelle, à l'échelle microscopique. Et donc pour essayer de concilier ces deux visions, et cette théorie des cordes, en fait, elle décrirait l'univers par des cordes qui auraient des dimensions infiniment petites, puisque là on a une dimension de 10 puissance moins 35, donc qui sont évidemment pas visibles. Et ce qui est assez étonnant, ce qui est assez rigolo avec cette histoire de structure quantiste de l'univers, donc là voilà, je vous remets la gravure qu'on avait vue avec la vision de Fludd, c'est que finalement, c'était que des visionnaires, puisque cette théorie des cordes, elle expliquerait que les différentes cordes qu'on a, suivant la façon dont elles vibrent, en fait, ça serait ce qui serait à l'origine des particules qu'on écrit, comme par exemple les protons et les électrons. Ces particules élémentaires seront ce seraient en fait des manifestations de cordes qui vibrent. Donc en fait, on peut associer des particules élémentaires à des notes émises par ces cordes. On peut faire l'analogie entre les notes émises par les cordes
et les particules élémentaires qui seraient en fait la vibration des cordes, de cette théorie des cordes. Voilà, et je vais terminer sur juste la citation de Nikola Tesla qu'on a vu juste avant dans la petite vidéo de Clamy, qui disait: si vous voulez comprendre l'univers, pensez à l'énergie, à la fréquence et à la vibration.